Du coup, l'accompagnement de nos structures sur l'engagement des jeunes. Donc, on avait comme intervenante Ange Ansour, qui est directrice de l'Association française d'éducation par la recherche, qui donc a fait pas mal de références. Je ne vais pas les citer à des publications scientifiques. On les mettra dans le compte-rendu. Il y a des choses assez intéressantes à regarder qui permet de prendre un peu de recul là, sur la question. J'ai noté quelques points saillants et vous pourrez compléter ce qui était à l'atelier. La première chose, donc, sur les sujets sur lesquels on peut accompagner les jeunes dans l'engagement, donc on a parlé beaucoup de climat, d'environnement. Le point qui est ressorti, c'est de ne pas parler de science, mais parler de sujets de société, même si donc, derrière il y a de la science, mais en tout cas le sujet qui peut porter, c'est les sujets de société, donc bien sûr le climat, mais il y en a d'autres, on a parlé d'alimentation ou d'autres sujets. L'engagement, c'est du temps long, donc ce qui est revenu pas mal, c'est de dire que faire en sorte que les jeunes s'engagent et les accompagner dans l'engagement, c'est du temps long, donc c'est de la répétition, c'est des séances régulières. On a donné quelques exemples avec des science, des climate camps, des ateliers dans les classes qui durent sur l'année. Donc c'est que comme ça, en tout cas c'est le meilleur moyen d'engager les jeunes, c'est de travailler sur le temps long et la répétition. On a dit aussi que c'était important de travailler sur l'engagement collectif et non pas l'engagement individuel. C'est le meilleur moyen d'engager les jeunes, d'être sur le collectif. On a parlé aussi de la difficulté de trouver ces jeunes, c'est-à-dire comment leur faire passer l'information. Ils ne viennent pas forcément dans nos centres et donc du coup d'aller vers les jeunes, de sortir de nos centres et d'aller les trouver où ils sont pour travailler sur des sujets avec eux et du coup essayer d'arriver à l'engagement sur les sujets qu'on porte. On a évoqué la question des réseaux sociaux, puisque là ils y sont. Comment on peut se positionner sur les réseaux sociaux pour travailler sur des sujets avec eux. On a beaucoup parlé de la légitimité de nos centres, donc le côté institutionnel, c'est-à-dire que de plus en plus l'engagement il n'est pas formalisé. Il y a de l'engagement en service civique ou d'autres choses comme ça, ou du bénévolat, mais la plupart de l'engagement des jeunes c'est de l'engagement informel. Et donc du coup, comment une institution peut être légitime pour travailler sur l'engagement informel avec des jeunes. Et puis aussi la légitimité des jeunes qui ne se sentent pas légitimes pour s'engager sur des sujets, notamment des sujets environnementaux ou climatiques. Voilà, et le dernier point important là, qui a pris pas mal de discussions, c'était de dire qu'en fait le point essentiel c'est le positionnement du médiateur pour la question de l'engagement, et donc le terme qui a été employé c'est l'impartialité engagée. Donc ça fait référence à des travaux sociologiques et psychologiques, j'ai plus qui a fait l'étude en tête, Ange, tu pourras le dire. Mais en tout cas, voilà, la position du médiateur est essentielle, et notamment, on a fait référence donc à une charte qui a été éditée pour l'Académie du climat par l'Association française d'éducation par la recherche, qui était assez intéressante avec pas mal de points, et notamment ce point sur la position du médiateur qui conditionne l'engagement derrière et légitime le travail qu'on fait avec ces jeunes. Voilà, je ne sais pas si ceux qui étaient à l'atelier, j'ai résumé tous les points qui ont été évoqués. J'ai essayé de faire rapide. Voilà, merci. Donc pour l'atelier 2, faut-il être expert d'une thématique pour s'engager? La première chose qu'on a essayé de faire, c'est de définir deux termes qui sont quand même forts dans la problématique, c'est expert et engagement, s'engager. Donc on s'est dit que pour être expert, c'est quelqu'un qui connaît très bien quelque chose par la pratique ou une longue expérience. Donc ça, c'est des définitions qu'on peut trouver dans le dictionnaire, mais c'est assez ambigu finalement, parce qu'on est toujours l'expert de quelqu'un, mais aussi le néophyte par rapport à une autre personne. Et pour l'engagement, c'est entrer dans l'action et défendre des idées. Donc voilà un petit peu sur quoi on est parti. Il y a eu quand même pas mal de débats autour de ces questions-là. Le deuxième point qu'on a abordé, c'est les risques. La première chose en tant qu'être expert, c'est le risque de ne pas être perçu à son vrai rôle. C'est-à-dire qu'un journaliste, par exemple, va nous questionner, mais va nous questionner pas forcément sur notre thématique de recherche, sur un champ plus large. Donc voilà, le risque de ne pas être perçu à son vrai rôle. Et aussi le risque d'inconfort et de pression qu'il peut y avoir sur les experts. Et notamment le fait qu'on émet un avis, mais qui peut découler sur des décisions. Et si la décision ne plaît pas, en fait, c'est l'expert qui a dit que, mais ce n'est pas l'expert qui a décidé. Lui, il a juste émis un avis que les politiques ont suivi. Et la dernière chose, on a abordé des solutions. Donc la première solution, c'est former toutes les personnes qui font appel à des experts. Donc pas forcément que dans la CSTI. On a abordé par exemple les médiathécaires,
qui aussi font appel à des experts pour différents ateliers. Et on a parlé aussi de fait de former pour dire que l'expert n'est pas là pour prendre une décision, il est là pour émettre un avis. Et que ça, vraiment, ce soit ancré. Parce que voilà, si on veut des experts, déjà des experts de quoi? Et puis des experts qui ne décident pas pour être impartiaux. Et donc finalement, la conclusion qu'on a retirée pour faire le lien avec l'AMSTI, ce qui est intéressant au sein de l'AMSTI, c'est la diversité de nos membres. Et c'est là-dessus que repose finalement l'engagement et l'expertise, puisqu'on a une pluralité de membres, on a quand même une pluralité d'expertise. Et l'autre chose sur laquelle on voulait revenir pour faire le lien avec la conférence qu'on a eue ce matin, c'est l'intermédiation et la place de nos structures dans ce volet-là. Merci. Alors pour l'atelier numéro 3, sur les limites et les freins de l'engagement et du militantisme pour les structures de CSTI, donc on avait en intervenant Didier Papet, qui est coprésident de l'association Loire et Nature Environnement, une association naturaliste et de protection de l'environnement en région Centre-Val de Loire, une association qui est très présente. Je vais pas vous faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est dit plein de choses sur plein de sujets et qu'on aura les actes qui feront cela. Mais quelques points saillants. Déjà, donc sur l'expérience en tout cas que nous a relaté Didier, sur la nécessité parfois, même pour une association qui se positionne sur une forme de militantisme et en tout cas une forme avérée d'engagement, sur la nécessité de devoir composer parfois, de devoir maîtriser aussi les codes des endroits où on peut porter sa voix. Et donc en l'occurrence, je pense à des commissions ou autres formes institutionnalisées. Ça me faisait aussi l'écho avec ce qu'on a entendu ce matin sur cette nécessité de, à un moment, peut-être passer à une forme d'institutionnalisation. Et donc du coup, si on va là-dedans, il y a aussi effectivement comment est-ce que quel code et quel langage on doit avoir. Alors ça on l'a pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on avait échangé lors de la préparation de l'atelier, Didier m'a dit on peut pas piquer une colère en fait dans une commission, ça marche pas comme ça en fait, et on peut pas forcément avoir des formes d'expression de ce type. Ça fait le lien avec autre chose qu'on a évoqué, qu'on a pas mal échangé dans l'atelier sur différentes formes d'engagement, et notamment ce qu'on voit apparaître de formes d'engagement chez les jeunes qui parfois ont envie, des velléités d'avoir des formes d'engagement qui sont beaucoup plus vives, beaucoup plus j'ai plus les termes, radicales, merci, voilà, c'est ça, qui sont beaucoup plus radicales et qui peuvent ne pas trouver ce qu'elles cherchent dans les associations existantes, et donc avoir envie de créer d'autres structures, parfois associatives, parfois non. Et finalement, ce qu'on a discuté, c'est comment est-ce que on peut, ou parfois on ne peut pas, ou on n'arrive pas, ou on n'arrive plus à dialoguer avec ces formes d'engagement-là. On a évoqué, là je reviens du coup sur ma question de code, du coup on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas forcément à dialoguer, donc peut-être des codes d'expression différents, mais également on a parlé des questions d'émotion, ou peut-être que ces jeunes sont plutôt, alors je dis jeunes parce que c'est plutôt des profils de ce type dans ces formes de radicalité, mais pas forcément exclusivement, mais qu'en tout cas on est plus sur une forme de réaction qui est basée sur l'émotion, plus que sur nous, la manière dont on réagit, qui est plus basée sur la réflexion, sur une autre temporalité finalement. Et du coup, la crainte autour de tout ça, c'est qu'on puisse avoir une forme de scission entre différentes formes d'engagement et entre différents combats qui peuvent pour autant avoir des racines communes. Et en tout cas, qu'il n'y ait plus de discussion. Ce qui m'amène à un autre point qu'on a pas mal évoqué aussi, qui est sur la notion de rencontre et de pouvoir parvenir à fabriquer de manière assez efficiente et fonctionnelle une forme d'intersectorialité, d'interrelation qu'on évoquait aussi ce matin à l'échelle ministérielle, mais au-delà de l'échelle ministérielle, rien que dans nos territoires. Alors on le sait, on est très divers dans notre propre réseau, mais au-delà de notre réseau, il y a aussi d'autres acteurs, et donc l'intervenant qui était là ce matin est un acteur qui fait pas partie de notre réseau, donc qui sont des acteurs qui sont proches aussi de problématiques qu'on peut traiter. Et donc finalement, c'est comment est-ce que tous ces acteurs arrivent déjà aussi à dialoguer, à échanger, et à pas forcément être dans des positionnements, je dirais un petit peu historiques, où chacun s'occupe de tel et tel secteur, et où on n'arrive pas forcément à avoir des vrais croisements.
Et donc, voilà, on a évoqué ces idées-là que des pluralités de points de vue étaient aussi nécessaires pour construire des solutions sociétales, comme donc ce qu'on a pu entendre ce matin, et que on avait vraiment la nécessité d'avoir une pluralité de regards, de postures, d'approches, bien évidemment en restant aussi droit dans nos bottes sur les questions de relativisme scientifique. L'idée n'est pas on l'a dit à plein de reprises, d'aller donner une voix égale aux platistes, mais malgré tout, il y a des nuances et entre tous ces acteurs, il y a nécessité de pouvoir échanger. Et puis dernier point, on a évoqué la question du militantisme. Là, je pense que les positions étaient un petit peu divergentes dans le groupe, peut-être pour des questions de définition aussi, mais l'idée n'est pas là forcément d'avoir un débat sémantique, mais finalement, c'est quoi être militant ? Et voilà, pour certains des acteurs de l'atelier, il y avait une forme de militantisme avéré, pas forcément militantisme pour un sujet en particulier, mais militantisme pour la défense de la CSTI, pour certaines pratiques, méthodologies, pour l'inclusion, enfin pour différentes choses de ce type, pas forcément pour un sujet en soi. Pour certains autres, il n'était pas envisageable de parler de militantisme pour des acteurs comme nous, parce que ça pouvait mettre aussi en défaut peut-être quelque part notre statut de tiers de confiance. Donc voilà, il y avait des avis qui, je pense, sur la forme paraissaient divergents, mais je suis pas sûre que sur le fond l'étaient tant que ça, parce que au final, voilà, beaucoup d'acteurs ont aussi dit, bah oui, mais sans forcément être militant, on peut pousser des choses de manière un petit peu discrète et continue. Et donc voilà, c'est peut-être quand même une forme de militantisme. J'en ai fini pour l'atelier, mais juste je profite que j'ai le micro. Fallait pas me le donner. Parce que j'ai oublié de dire quelque chose hier dans mon introduction et que du coup on va en parler juste après, donc je profite maintenant. Vous avez peut-être vu qu'on avait lancé à l'automne dernier un appel à participation pour nommer 2 référents, un référent inclusion et un référent développement durable. Du coup, ces 2 référents ont été nommés et donc je voulais en profiter pour les présenter. On pourra vous partager prochainement les feuilles de route qu'ils pourront dessiner. L'idée étant que qu'ils puissent avoir un regard assez large et transversal en fait sur les activités de l'AMSTI, qu'ils puissent aussi vous solliciter les uns et les autres en tant que membres de l'AMSTI pour qu'on puisse collectivement en fait faire avancer notre structure, mais également apporter des choses aussi à chacun de nous en tant qu'adhérents. Et donc du coup pour la partie développement durable, donc John Bandelier ici présent. Voilà, bravo. Et pour la partie inclusion, Noémie Lozac-Villain, ici présente également. Alors, l'atelier 4, nous, on était sur un sujet qu'on a trouvé un peu rude quand même. C'était quels impacts ont les initiatives de structures de CSTI sur l'engagement et le militantisme des citoyens et comment est-ce qu'on les quantifie ? On est parti du postulat qu'on n'était donc pas dans une position de neutralité, mais bien d'engagement, en tout cas partagé par tous les participants. Et on a eu une intervention donc d'un sociologue, Mathieu Leborgne, sur justement cette notion. Les 2 questions principales donc pour lui à se poser en tout début sur l'engagement, c'est comment on s'engage et pourquoi on s'engage. Et en fait, on a tendance à souvent parler du comment, parler des outils, des dispositifs. Mais ce qu'il a tenu à souligner, c'est que le pourquoi est souvent mis de côté et pourtant il est indispensable. En fait, c'est vraiment le contexte de l'engagement. Il y a plusieurs pourquoi possibles. On peut venir finalement s'engager pour du jeu, de la valorisation de ce qu'on fait. Donc on a beaucoup parlé de cette reconnaissance de l'engagement des citoyens. Donc on peut les citer dans des publications. On peut aussi s'engager pour une rétribution financière. Là aussi, ça fait partie de nos échanges. Et pourquoi ne pas payer des participants qui sont dans un projet, je ne sais pas, de recherche ou de sciences participatives, alors que tous les autres sont payés. Donc voilà, ce pourquoi, en tout cas, il est à remettre en avant quand on se lance dans un projet. Ensuite, pour mesurer l'impact, il y a aussi autre chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est le cadre et les configurations. Qu'est-ce qu'on cherche exactement à évaluer? Quel est notre terrain de jeu? Les échelles, par exemple, de nos propres attentes doivent être extrêmement claires. Est-ce qu'on attend un engagement individuel ou un engagement collectif? Est-ce qu'on attend un impact local, ou par exemple du micro-lobbying, ou vraiment quelque chose de l'intérêt général? Quand on est sur des thématiques changement climatique, ça peut aussi être le cas.
Et cette clarté qu'on a dans la définition du projet, qui nous permettra ensuite finalement de pouvoir évaluer l'impact, on doit aussi l'avoir avec notre public, les personnes dont on attend un engagement. Donc le contexte, les modalités de rétribution, par exemple, elles doivent être clairement explicitées avec le public, et ce dès le début, pour pas générer des frustrations. Il faut aussi parler avec eux de ce qu'on fait du produit de l'engagement. On a cité comme exemple les hackathons. Expliquer tout de suite le produit de l'hackathon. Par exemple, on peut partir sur de l'open source, mais ça fait partie des définitions qu'on a avec les citoyens qu'on engage. Un autre point sur lequel on a beaucoup discuté, c'est l'écosystème de l'engagement, notamment par le biais de plusieurs projets qu'on a cités. En fait, engager quelqu'un dans le développement durable pour qu'il agisse sans qu'il y ait de possibilité de passage à l'action, c'est bête, mais ça produit des frustrations. Et donc, ça veut dire que quand on engage des citoyens, quand on engage du public, il ne faut pas que ce soit juste de manière individuelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit sur un écosystème qui est favorable à l'épanouissement de l'engagement. Donc, nous, par exemple, on peut être juste une chaîne, un maillon de la chaîne de l'engagement et pas toute la chaîne, et inscrire nos actions de médiation dans un écosystème qui peuvent être des lieux de culture, des financements, mais aussi des politiques publiques pour pouvoir aller de passer finalement de cet engagement à l'action. Et donc les centres de culture scientifique peuvent se positionner de deux manières, soit un ensemblier, donc assembler les parties prenantes. On peut aussi se positionner comme évaluateur, mais par contre on est tombé d'accord que c'était difficile de faire les deux. Même si, et là on passe dans les freins, il y a quand même quelques freins sur l'impact, la mesure d'impact de l'engagement des citoyens. Par exemple, sur l'évaluation en termes de temps que peuvent consacrer les structures, en termes d'argent, économie, parce que finalement, l'évaluation, c'est beaucoup moins cher si on la fait soi-même, même si on est tombé d'accord que c'était bien d'avoir un regard extérieur. Et puis, quelque chose sur lequel je pense que c'est notre conclusion d'atelier, tous les dispositifs ne peuvent et ne doivent pas forcément produire un engagement des publics. En fait, on doit pouvoir varier entre des dispositifs des micro-dispositifs qui concernent peu de monde et puis des dispositifs qui sont plus massifiants. C'est quelque chose aussi qui permet d'avoir une dynamique dans nos projets et puis qui nous est demandé par nos institutions, par les financeurs, d'avoir quand même la politique du chiffre. Donc voilà, on a parlé de cette balance entre les plusieurs types de dispositifs. Oui, donc nous, on était dans quelle forme d'engagement quotidien pour de meilleures transitions. On a eu la présentation de Raphaël Dupin de Cap Science, donc autour des transitions engagées au sein de Cap Science, donc énergétique, digitale, écologique, en mettant en regard les leviers et les freins internes et externes. Et donc, ce qui nous a permis de débuter la discussion. Et pour la restitution, je me suis dit, mais au fait, j'ai le nouveau référent développement durable dans mon atelier. Et donc, voilà, je vais lui passer la parole. Voilà. Je fais qu'une partie. Très doué, j'avoue. Donc, justement, sur les différentes formes, on s'est posé plusieurs questions et on a essayé d'avoir différents axes. Donc, une des premières questions qu'on a, c'est l'ordre de grandeur. On en a discuté déjà ce matin, de dire qu'il y a les petits pas, les petites choses, les choses qu'on fait au quotidien, donc qui ont leur importance, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est de voir comment on peut transformer ces actions-là en des actions plus globales et plus collectives. Et donc, ça, c'est vraiment important de voir comment on accompagne ces changements-là. Et justement, le deuxième axe, c'est la pédagogie qu'on voulait mettre en avant pour replacer un peu le contexte de quel est notre rôle en tant qu'acteur de la CSTI, justement, de se dire que la pédagogie, ça reste quand même notre mission. On a dit, même si on a tous envie de sauver le monde, je pense que c'est pas tout qu'on fait. On pense que c'est tout qu'on fait, pas la mission justement de notre mission principale. Et donc justement dans la pédagogie, il y a deux axes. Il y a le premier axe qui va être de se poser les questions et donc d'apporter des réflexions par rapport à des données scientifiques, des informations. Mais il y a aussi la pédagogie du changement et de l'accompagnement à ce changement et comment on accompagne ces différents publics. Et le troisième axe, je te laisse... Donc, de terminer par les freins, tout de même. Donc, administratif, institutionnel, c'est toujours bon quand même de se le rappeler, parce que là, on avait
voilà, plein de bonnes intentions, mais tout de même il y a ça. Est venu sur le tapis les marchés publics, donc bon nombre de personnes autour de la table, hein, et donc voilà, devant la maison Poincaré, juste après débute une manifestation. Voilà, on devient militant, voilà, direction place de la République. Et pour conclure, enfin nous on a conclu l'atelier autour d'une grande et large question. Donc quelles conditions aux transitions? Voilà, de veiller à ne pas renforcer les inégalités, parce qu'effectivement tous voilà dans la salle, voilà, il faut penser à aux différents types de publics auxquels on parle. Voilà. Je vais te repasser la parole, John, parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardaient ton badge, et donc juste si tu peux rappeler ton nom, ton prénom et ta structure. Donc, je m'appelle John Bandelier, je suis directeur de l'association Kimio, qui est une association de médiation scientifique en Occitanie. Donc, on co-anime avec Instant Science, Science en Occitanie localement, et on mène plein d'actions, et notamment du tourisme scientifique. Donc, on va aussi acter un peu autour du tourisme au sein de l'AMSTI. Voilà. Du coup, pour clôturer cette journée, je voulais revenir sur quelques points forts des conférences d'hier et d'aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant de les faire ressortir aussi pour tout le monde. Sur la première conférence, du coup, s'engager par temps incertain, j'ai trouvé plusieurs points intéressants et je pense qui ressortent aussi, c'est les défis à l'engagement et comment se positionner en tant qu'individu. Je suis qui, et qu'est-ce que je peux faire en fait dans le temps qu'il me reste de ma vie. Enfin, c'était assez fort ce qui a été dit, mais du coup je pense que c'est important de prendre ça en compte. Et j'ai retenu aussi les différentes échelles les différentes phases en fait process dans ce process d'éco-anxiété aussi qui était fort présent et en étant plus sur la partie la dernière qui m'intéresse plus, je pense, et qui est plus positive pour tout le monde, c'est l'aspect action et comment on peut trouver des solutions pour passer à l'action. Et donc je pense que ça c'était un point important. Et enfin sur la question aussi du collectif qui était extrêmement important dans tout ce qui a été présenté, mais également du coup toujours dans cet aspect positif, la joie, le rire, comment on peut proposer des choses qui soient pas tout le temps où on a envie de pleurer en fait et se dire que c'est la fin du monde et qu'on pourra rien faire. Donc ça c'était un point important. Sur la table ronde, du coup, les structures de CSTI doivent-elles rester neutres face aux enjeux de société ? Très vite, on est allé sur est-ce qu'il ne faut pas remplacer doivent par peuvent ? Et c'est vrai que c'est une question effectivement intéressante. Et la question de l'engagement en tant qu'institution, mais également des différentes légitimités qui ont été évoquées, notamment par Virginie Tournet, je pense que c'est resté un peu dans les mémoires de chacun. Et je pense aussi que ce qui ressortait, c'était autour de l'importance de s'entourer, de ne pas agir seul, de créer des partenariats avec des associations, qu'elles soient militantes ou pas d'ailleurs, mais du coup de travailler ensemble et de proposer un peu des réponses aussi à l'éco-anxiété des publics qui recherchent dans nos centres de culture scientifique, technique et industrielle des contenus aussi prospectifs de solutions sur l'avenir et pas seulement avoir un constat où on sait que tout va mal, mais du coup avoir aussi voir l'avenir en fait. Et le dernier point, c'était sur la place des médias dans les stratégies de diffusion et comment on peut aussi contrer tout ce qui est controverse et qui est vraiment un point primordial dans l'activité des centres de culture scientifique.
pour la conférence de ce matin, alors là j'ai marqué plutôt des mots, l'aspect transsectoriel, transdisciplinarité, interministériel, enfin vraiment je pense que c'est vraiment ressorti, il faut que ça impulse quelque chose, une dynamique qui soit commune, avec des nouvelles catégories de politiques publiques à définir et qui ne vont pas se définir uniquement par les ministères, mais dans lesquels il faut s'engager, nous aussi, pour du coup définir des nouvelles actions et des nouveaux projets. Et enfin, le dernier point, c'était sur le rôle de la création d'un imaginaire qui nous amène vers un futur soutenable et désirable. Et donc, je pense que c'est le mot de la fin. Et que du coup, c'est construire un peu ensemble la vision de notre monde de demain. Donc voilà pour le petit résumé. Et du coup, ça fera l'objet, donc on a tout filmé sauf les ateliers qui seront du coup diffusés dans, je pense, 1 semaine ou 2 semaines en ligne. Et la publication d'actes, comme Laure l'avait dit, dans un futur proche, on n'a pas encore la date exacte. Donc voilà. Et je voulais du coup aussi remercier Anaëlle qui a pris tout en note pendant la séance et qui est étudiante. Et c'est vraiment chouette de sa part de nous avoir aidés dans cela. Et du coup, encore merci à la Maison Poincaré pour son accueil et aussi au ministère de la Culture pour son soutien financier.